Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945. Ce soir, plusieurs sujets d'actualité à l'ordre du jour. La visite du Premier ministre Robert Begré-Mambé sur le chantier du 4e pont d'Abidjan, puis le démenti de l'ambassade de l'Ukraine relativement au recrutement de volontaires ivoiriens. Dans ce dossier, l'Ukraine accuse les services spéciaux russes de perturber le sommet de la paix en Ukraine prévu mi-juin 2024 en Suisse et de vouloir déstabiliser ses relations avec la Côte d'Ivoire. Et à l'international, on revient sur l'épilogue de la FECAFOOT au Cameroun. On ouvre cette édition avec la visite de chantier du 4e pont effectuée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Il s'agissait essentiellement de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. La première phase de ce pont qui relie les communes de Yopougon, Adjamé, Plateau et Atécoubé est achevée. La deuxième phase, estimée à 154 milliards de francs CFA, sera bientôt lancée et permettra de fluidifier la circulation à Abidjan. L'essentiel de cette visite de terrain, c'est avec André Assemian, Tchelina Lebonsoro et Aude Keyo. Ouvert à la circulation le 11 janvier dernier, les travaux pour livrer le 4e pont dans sa phase globale avancent bien. C'est l'assurance donnée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé ce mercredi 29 mai au cours d'une visite de terrain. La première phase de ce pont, qui relie les communes de Yopougon, Adjamé, Plateau et Atécoubé, est donc achevée. De façon concrète, ce pont vise à réduire les embouteillages entre ces communes et surtout désengorger l'autoroute du Nord en donnant une autre alternative aux usagers afin de réduire les accidents de la circulation. Long de 7,2 km, le 4e pont desservira en moyenne 52 300 véhicules par jour. Avec l'achèvement de ces travaux, on rallie Yopougon au plateau en 10 minutes et Yopougon à Djamé en moins de 7 minutes. Vous avez constaté que nous avons visité Nangui-Abrogua. Aujourd'hui, c'est chose faite. Vous pouvez quitter Yaoséi et arriver à Nangui-Abrogua en moins de 7 minutes. Tout ça contribue à donner du confort aux populations d'Abidjan et aux populations ivoiriennes et surtout à permettre que les dépenses des ménages soient réduites. Parce qu'avec ces facilités de transport offertes, on rallie facilement d'un point à un autre tous les trajets qu'on veut réaliser. D'un coût d'environ 54 milliards de francs CFA, cette infrastructure comprend, entre autres, une chaussée en 2 fois 3 voies, séparée par un terre-plein central de 29 mètres qui servira de zone de passage du bus Rapid Transit BRT. Elle présente également 3 échangeurs sur les voies principales, une plateforme de péage, un pont principal long de 1,4 km et formé par 2 viaducs et de 2 bretelles d'accès et de sortie, devant permettre aux usagers venant du plateau et de Yopougon d'emprunter le pont principal. Pour la seconde phase, la libération des emprises d'une partie du quartier de l'Indénié à Adjamé s'impose. Et le Premier ministre promet des discussions avec les populations pour atteindre cet objectif. Nous allons régler ce problème avec nos parents d'Adjamé de la meilleure façon possible, dans la paix, dans la sérénité, mais surtout en faisant en sorte que tous bénéficient des bienfaits de cette grande infrastructure qui va améliorer le transport urbain à Abidjan. Nous allons le régler dans la paix et dans la fraternité. Les travaux vont entrer dans leur deuxième phase pour permettre que de Nangui-Abrogua, on puisse aller du côté de Bingerville parce qu'on appelle le BRT, le bus transport rapide, géré par le ministère des Transports et financé par la Banque mondiale. Nous voulons donc remercier la Banque mondiale, la BAD et tous nos partenaires qui nous font confiance. Les travaux de la première phase du 4e pont ont été lancés le 10 août 2018. Ce 4e pont s'inscrit dans le cadre du renforcement et du développement des infrastructures en vue d'accroître la mobilité au niveau de la ville d'Abidjan. Le saviez-vous, Félix Houphouët-Boigny avait 7 femmes. C'est ce que nous apprend la comédie musicale signée Serge Billet. Elle retrace notamment la vie du premier président de la Côte d'Ivoire pendant la période coloniale, avec plusieurs visages connus de la culture ivoirienne. Rendez-vous les 7 et 8 juin 2024 au Palais de la Culture d'Abidjan pour découvrir qui était vraiment Félix Houphouët-Boigny. Ce soir, nous vous proposons un avant-goût de ce spectacle avec Francis Kofi qui a filmé les répétitions et vous allez le voir, c'est exceptionnel.
Podium de la salle Louga-François du Palais de la Culture de Trècheville. Nous sommes à une semaine de la comédie musicale sur Félix Houphouët-Boigny et la Côte d'Ivoire. Il est 20 h lorsque les différents acteurs montent sur scène à l'occasion de la répétition ouverte à la presse. Quelques temps après, Prisca, artiste comédienne humoriste, rentre en scène. Elle incarne le personnage de Mami Afoué, une femme un peu mystique considérée comme la mère d'Oufoué. C'est un personnage très spécial, un peu mystique et tout. Donc c'est la maman, c'est une maman pour Oufoué, c'est une barrière de protection pour Oufoué, c'est aussi un aval, c'est elle qui vient lui dire ok, tu as pris la bonne décision, ok, ok. C'est une conseillère, voilà. Félix Houphouët-Boigny, l'une des plus grandes figures de la politique en Afrique au XXIe siècle, est l'acteur principal de ce spectacle. Onel Mala, artiste-compositeur, percussionniste et chanteur ivoirien, incarne cet homme charismatique qui dénonçait vivement les injustices, entraînant dans son sillage une foule de partisans séduits par son courage. Aujourd'hui, jouer le rôle de Houphouët-Boigny en chantant, c'est un challenge, c'est un nouveau défi à relever pour moi. Et étant un homme de défi, c'est un univers que je vais scruter avec grand bonheur. Que serais-je une comédie musicale sur Félix Houphouët-Boigny sans les gouverneurs de l'époque coloniale? Alors, Emman Rad, un artiste musicien reggae ivoiro-libanais, va lui seul incarner les 10 gouverneurs coloniaux qui se sont succédés. Un exercice difficile, mais exceptionnel selon lui. Donc je suis là pour déstabiliser un peu la situation politique, pour empêcher le président Oufoué de gagner les élections et de semer un peu le trouble à travers cette magnifique histoire que nous avons autour d'Oufoué, de Thérèse, de Djoman et de Moké. Sur scène, les acteurs sont bien organisés dans un très beau décor. Et cela, c'est grâce à Souleymane Soho, metteur en scène, la pièce maîtresse de ce spectacle. Il a pour rôle de coordonner en donnant sa vision avec le chorégraphe et le scénographe afin de relater l'histoire de la comédie musicale écrite par Serge Billet. Ouais, comme vous venez de le constater, hein, c'est la bonne ambiance ici. On essaie de relater vraiment comme on le peut, de prendre du plaisir, de jouer. Et la création, comme on le dit, c'est une création. On est permanemment en train de travailler, en train de donner du souffle, en train de donner de l'imagination pour pouvoir permettre au public de prendre du plaisir. Aujourd'hui, les acteurs se disent prêts à faire ressortir le grand jeu. Le 7 et le 8 juin prochain, dans cette même salle de 1500 places du Palais de la Culture. La comédie musicale sur Félix Houphouët-Boigny et la Côte d'Ivoire, chantée à 100% avec les artistes de renom, est le premier du genre en Côte d'Ivoire. On parle de sécurité portuaire. 25 agents de l'administration maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont bénéficié d'un atelier de formation sur l'administration des marchandises dangereuses. Cet atelier a permis aux participants de comprendre le rôle important qu'ils doivent jouer dans la mise en œuvre et l'application des réglementations. Les détails avec Yvan Kessé et Marion Été. Organisé par l'Institut de sécurité maritime interrégional de l'Académie régionale des sciences techniques de la mer d'Abidjan et financé par la coopération allemande dans le cadre du projet SafePort, la dite formation a eu lieu du lundi 13 au vendredi 17 mai dernier à l'ARSTM d'Abidjan. Allocution, remise d'attestation de stage aux 25 participants ont meublé la fin de cet atelier de renforcement des capacités en matière de sécurité et de sûreté portuaire. Et nous avons pu, au cours de ces séminaires, comprendre les implications de certains instruments de l'OMI, à savoir la Convention SOLAS, ses implications quant aux obligations de nos États à se conformer aux traités qui sont signés conformément au traité de l'Organisation maritime internationale, l'OMI, qu'ils ont ratifié. Rappelons que, selon l'Organisation maritime internationale, OMI, plus de la moitié des cargaisons transportées par voie maritime sont considérées comme dangereuses. Cette formation avait pour but d'apporter aux administrations maritimes des outils leur permettant de mieux réglementer et encadrer les activités liées à la gestion des marchandises dangereuses en zone portuaire.
À présent, on s'intéresse au projet de protection côtière qui vise à renforcer la résilience de la zone de Port-Bouët à Abidjan aux effets du changement climatique, principalement l'érosion côtière et les inondations. En effet, le phénomène d'érosion menace non seulement les populations ivoiriennes vivant sur la côte, mais aussi les principales installations industrielles et stratégiques, les infrastructures urbaines ainsi que les zones résidentielles. L'expertise des Pays-Bas dans le domaine de la résilience des littoraux permettra de trouver des solutions durables. Invest International entend ainsi co-créer des solutions avec le gouvernement ivoirien et le secteur privé à l'effet de contribuer au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. La délégation d'Invest International du Royaume des Pays-Bas a procédé à la signature d'une convention de dons avec le ministre ivoirien du Budget et des Finances, Adama Coulibaly. C'est à travers notre organisation Invest International qui a investi 1 million d'euros. Et c'est juste le début parce qu'après, il y a le projet qui va véritablement être mis en œuvre. Et c'est juste un gage de la relation qui existe entre nos deux pays, entre les Pays-Bas et la Côte d'Ivoire. L'année dernière, au mois d'octobre, Invest International est venu ici. Et nous avons signé un accord cadre pour 300 millions d'euros. Et donc cet accord que nous venons de signer aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de cet accord cadre de 300 millions. Et donc de façon spécifique, le $1 million, pas de $1 million, $1 million d'euros qui a été signé aujourd'hui vise à financer des études. Et ces études devraient déboucher sur un projet dont le coût s'élève à 60 millions d'euros. Donc je voudrais encore une fois renouveler mes remerciements et toute mon appréciation au nom du gouvernement, donc aux Pays-Bas, pour l'action qui a été menée. Je leur ai dit que les ressources qui sont mises à disposition de la Côte d'Ivoire seront utilisées de la façon la plus efficiente possible. L'ambassade d'Ukraine en Côte d'Ivoire a fermement démenti les rumeurs concernant le recrutement de volontaires ivoiriens pour participer à la guerre contre la Russie. Cette clarification intervient après la diffusion massive d'un message sur les réseaux sociaux. Depuis le mardi 28 mai 2024, un message prétendant que l'ambassade d'Ukraine en Côte d'Ivoire a déjà commencé à recruter des volontaires désireux d'aider Kiev et de se rendre dans la zone d'opération militaire. Ce message partagé tant en Côte d'Ivoire qu'à l'international a suscité de nombreuses réactions et inquiété la population ivoirienne, obligeant l'ambassade ukrainienne à intervenir rapidement. Face à cette situation, l'ambassade d'Ukraine a publié ce mercredi 29 mai une note verbale destinée au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur de Côte d'Ivoire. Dans ce document, elle exprime ses préoccupations et dénonce le caractère fallacieux de ce soi-disant avis de recrutement. Selon l'ambassade ukrainienne, cette campagne de désinformation serait orchestrée par les services spéciaux russes dans le but de perturber le sommet de la paix en Ukraine prévu mi-juin 2024 en Suisse. L'ambassade d'Ukraine assure que l'Ukraine attache une grande importance à son partenariat et à ses relations amicales avec la République de Côte d'Ivoire et qu'elle ne permettra pas que des mensonges russes aient un impact négatif sur le dialogue constructif entre les deux pays. Et on poursuit à l'international. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, a présenté ce 30 mai ses excuses à l'entraîneur de la sélection nationale, le Belge Marc Brice, qu'il avait violemment invectivé et remplacé il y a 2 jours et l'a maintenu dans ses fonctions. Le calme est revenu au sein de la sélection camerounaise. Pour rappel, Brice avait été nommé le 2 avril dernier par le ministre des Sports suite aux très hautes directives du président de la République, Paul Biya. Sa nomination avait été dénoncée et qualifiée d'illégale par la FECAFOOT, seule habilitée selon elle à désigner le sélectionneur national. Je commencerai par vous présenter des excuses parce que lors de notre première malheureuse rencontre, il y a eu beaucoup d'émotions, je préfère le dire comme ça, mais comme vous le savez, vous étant plus important que nous, le peuple camerounais étant plus important que nous, c'est le seul intérêt qui devrait nous animer à travailler. Donc, je suis plutôt content d'avoir échangé avec le coach et comme j'ai dit au sélectionneur, nous avons des convictions, nous ne changerons pas
Et je pense que le coach qui vient d'un environnement où il aura besoin de ce côté administratif très professionnel, il était donc important pour nous de maintenir le cap pour le Cameroun. Je vous remercie une fois de plus, tout en m'excusant pour la dernière fois. Nous n'avons plus beaucoup de temps parce que ils doivent tout faire pour qu'on commence déjà à gagner le 8. Ça ne serait pas facile, mais je vous demande d'être indulgents. Les députés espagnols ont définitivement adopté ce 30 mai une loi d'amnistie pour les indépendantistes catalans, mesure phare très controversée du gouvernement de gauche du Premier ministre Pedro Sánchez, qui permettra le retour des indépendantistes encore en exil. Au terme d'une session très tendue d'environ 2 heures dans une ambiance électrique marquée par des insultes, la loi d'amnistie a été approuvée par 177 voix contre 172, la majorité absolue étant de 176. Ce vote du Congrès des députés où le Premier ministre Pedro Sánchez dispose de la majorité absolue grâce à l'appui des 2 partis indépendantistes catalans est l'aboutissement d'une longue bataille qui a dominé et radicalisé la vie politique espagnole depuis les élections de juillet dernier. Les députés avaient déjà adopté le projet de loi d'amnistie le 14 mars, mais le Sénat, contrôlé par l'opposition de droite, y avait mis son veto 2 mois plus tard, renvoyant le texte à la Chambre basse qui a donc eu le dernier mot. Le Premier ministre Pedro Sánchez affirme que l'amnistie a pour but de mettre fin à l'instabilité née de la tentative avortée de la Catalogne, nord-est de l'Espagne, de proclamer unilatéralement son indépendance en octobre 2017. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle revue de l'actualité. D'ici là, l'information se poursuit en débat sur le Grand Talk. Bonsoir.